Donc, bonsoir à tous, bienvenue à cette session apéritif du Festival des idées de la ville de Paris 2021. Je suis Benoît Pélopidas et je vous laisse le temps de vous asseoir où que vous ayez choisi de vous asseoir. Je vous rassure simplement sur le fait que si vous étiez là pour la session qui s'appelle «Quel rôle pour la fiction dans les catastrophes présentes et à venir?», vous êtes au bon endroit. Et je vais laisser mon copanéliste Yannick Rumpala se présenter aussi. Bonjour, donc oui, je m'appelle Yannick Rumpala, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de Nice et je suis le directeur du laboratoire local en Sciences Po et en histoire du droit qui s'appelle Hermès, équipe de recherche sur les mutations de l'Europe et des sociétés. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de développement durable, transition écologique, et une partie de mon travail récent s'intéresse en effet à la science-fiction et aux aspects politiques et surtout écologiques présents dans la science-fiction, que je retravaille avec un angle de sciences politiques et de théorie politique, comme on verra. Alors, j'en profite. Là, vous avez justement, la bonne nouvelle et comment dire, une espèce de convergence intellectuelle un peu inattendue qui va se manifester avec cette conversation, puisqu'on on s'est pas rencontré en personne. J'en profite pour porter la relative mauvaise nouvelle, qui est que la troisième panéliste que vous attendiez, le professeur Jenny Anderson, est très enrhumée et aphone, donc elle n'est malheureusement pas en mesure d'être avec nous ce soir. Alors, ceux qui étaient là exclusivement pour Jenny, on peut d'emblée vous laisser vaquer à vos occupations. Si vous avez la patience de rester avec nous, on en sera ravis. Euh, je vais juste vous donner un aperçu de la façon dont cette séance va fonctionner. On va En fait, il va y avoir un moment essentiellement de conversation entre nous et ensuite un moment d'ouverture à la salle. Et dans le moment de conversation, il est vraiment divisé en 2 temps. Le premier temps étant, nos réponses respectives à la question qui anime la séance, à savoir quel rôle pour la fiction, dans les catastrophes, présentes et à venir? Et le pan, de cette question qui est, comment faire pour que, au contraire, la fiction ne devienne pas un moyen, d'évasion, de déni ou de dépolitisation? Donc la conversation va vraiment, se structurer dans ces 2 moments-là, et ensuite on sera ravis d'ouvrir la conversation, aux participants, dans la salle. Pour que vous puissiez participer, on a une fonction qui s'appelle Q et R au bas de l'écran Zoom. Il suffit que vous écriviez votre question, votre commentaire, votre critique en cliquant sur Q et R, et on vous donnera la parole dans l'ordre dans lequel les questions sont reçues. Cette séance aussi est enregistrée. Alors, vous pouvez tout à fait choisir de rester invisible. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre votre vidéo, mais sachez qu'elle est enregistrée a priori par le Festival des idées de la ville de Paris, et on verra le sort qui advient de cette vidéo. Alors voilà, l'un des participants nous dit que pour nous, c'est Q et R parce qu'on a la version française de Zoom, mais pour certains qui ont la version anglophone, c'est Q and A pour questions and answers. Absolument. Donc si vous avez une version ni française ni anglaise, mais dans une autre langue, j'ai pas la moindre idée des lettres qui sont écrites, mais c'est entre les participants et la discussion, cette fenêtre QR, donc en français. J'en profite d'ailleurs, je ne vous l'ai pas vraiment dit, pour me présenter. Moi, je suis donc Benoît Pélopidas, fondateur et directeur du programme d'études des savoirs nucléaires au CERI à Sciences Po, qui est le premier programme de recherche indépendant sur le phénomène nucléaire en France. Par indépendant, j'entends que très clairement, nous refusons les financements des fabricants de l'arsenal, des militants antinucléaires et des ministères de la Défense, et nous sommes financés exclusivement sur la base de la reconnaissance académique du travail conduit. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est parce que précisément, pour se saisir de la catastrophe nucléaire, eh bien, la fiction peut vous apparaître comme un artifice intéressant ou exaltant, parce qu'on a tous en tête des, des formes de fiction particulières qui nous ont marqués, soit au cinéma, soit à la télévision. Mais je voudrais radicaliser l'argument et en fait vous dire que face à notre incrédulité
quant à la possibilité de la catastrophe nucléaire, eh bien, la fiction est un recours essentiel. Je vous demande un petit peu de patience, le temps que je puisse partager avec vous quelques slides. Juste une seconde. Voilà. Donc, vous devriez voir normalement le même logo et une pomme. Euh, et je vais d'emblée me jeter dans une brève présentation qui va essentiellement avancer trois arguments. D'abord, c'est que précisément la fiction joue un rôle crucial, voire nécessaire, face à la possibilité de la catastrophe nucléaire. Et je vais spécifier ce rôle en documentant 4 gestes esthétiques, parce qu'on va parler de culture populaire visuelle en particulier, qui nous permettent de dépasser l'incrédulité face à la possibilité de la catastrophe nucléaire. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer que ces aides, en fait, ces facilitateurs de dépassement de l'incrédulité ont disparu du paysage de la culture populaire à partir de l'année 1990. Cette présentation est issue d'un article à paraître dans Culture et Conflit, dont vous avez le lien sur le site du Festival des idées, sur la page de cette manifestation. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir l'article lui-même. Je commence par des choses très simples. La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que des explosions nucléaires, délibérées, accidentelles, inadvertentes, désirées ou pas, demeurent possibles. Euh, pour le dire très simplement, il reste plus de 13 000 armes nucléaires dans le monde. Il suffirait qu'1% d'entre elles explosent pour mettre en péril l'approvisionnement en nourriture de l'humanité. C'est un article de la revue Nature publié en 2020, si vous voulez voir le détail. Et depuis le couplage de missiles intercontinentaux balistiques au début des années 60 à des têtes thermonucléaires et le fait que ces missiles soient embarqués sur des sous-marins très difficiles à détecter, il n'existe tout simplement plus de protection contre une frappe nucléaire, qu'elle soit délibérée, non autorisée ou accidentelle. Une protection qui pouvait, au moins probabilistiquement, exister contre des bombardiers, n'existe pas contre ce type de missile. Donc nous sommes en situation de vulnérabilité matérielle fondamentale dès le début des années 60. Et la recherche a montré que dans certains épisodes par le passé, notamment la crise de Cuba, la plus célèbre, mais aussi un certain nombre d'autres, ce qui a empêché des explosions nucléaires n'est pas simplement des pratiques de contrôle, mais bien parfois leur défaillance ou des éléments extérieurs à toute pratique de contrôle, ce que j'ai appelé chance. Et ce rôle de la chance est confirmé par des officiels militaires et politiques aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Russie et en ex-Union soviétique. Donc, dans la mesure où ces possibilités-là demeurent et qu'elles ont une conséquence considérable, il faut qu'on soit capable d'être conscient de cette possibilité. Et c'est là que le problème se pose. Cette nécessité est d'autant plus grande que les plans en cours par les États dotés d'armes nucléaires consistent à conserver ces armes jusqu'en 2090, si on entend la ministre des Armées française Florence Parly, mais aussi au-delà des années 2050 pour les autres États dotés d'armes nucléaires. Donc, comment fait-on pour garder à l'esprit cette possibilité-là et pour agir en tant que citoyen avec cette possibilité en tête? Eh bien, précisément, c'est là tout le problème, parce que cette vulnérabilité, elle est quasiment incroyable. Donc, je vous donne là la réaction du prix Nobel de la paix Elie Wiesel en 83, qui parle d'une abstraction et qui dit on ne peut pas se figurer une telle chose, une telle forme de vulnérabilité, mais ce n'est pas du tout spécifique ni à Elie Wiesel ni aux années 80. Ça, c'est issu d'un entretien avec Béatrice Finn, qui est la directrice exécutive de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2017. Donc, elle, sa solution, si vous voulez, c'est l'abolition. Et donc, elle est consciente, elle dit que cette possibilité peut se matérialiser. Mais même elle nous explique, enfin, m'a expliqué en l'occurrence dans un entretien qui a eu lieu l'année dernière, qu'elle avait du mal à y croire. Vous voyez, je trouve presque cela difficile à croire. C'est vrai aussi pour l'ambassadeur Alexander Kment, qui va être le président de la première conférence des États partis au traité d'interdiction des armes nucléaires qui va avoir lieu au début de l'année 2022. De la même manière, il nous dit c'est une pensée
que nous sommes presque câblés pour évacuer. Donc littéralement, on a besoin de croire à la possibilité de cette vulnérabilité-là, mais on a beaucoup de mal à y croire. Et de manière très surprenante, c'est vrai même pour les partisans du désarmement, dont on pourrait supposer que c'est du fait de l'acuité de leur compréhension de ça qu'ils se sont dit ah, ces armes sont trop dangereuses, euh, il faut donc s'en débarrasser. Mais en fait, cette difficulté-là, elle est unanime, elle est partagée par les partisans du désarmement et par les partisans de la dissuasion. Un chercheur français qui a souhaité rester anonyme et qui travaille sur ces questions depuis longtemps m'a simplement dit, quand je lui ai posé la question comment vous faites pour vous figurer la possibilité de la guerre nucléaire, eh bien, pour lui, la guerre nucléaire, c'est simplement le nom d'un intolérable. Sa possibilité est littéralement difficile à mettre en sens. L'autre exemple que je voulais vous donner, c'est que même les professionnels, si vous voulez, de la mise en œuvre des arsenaux sont dans cette difficulté-là. Et ça, c'est un extrait, je ne vous montre pas l'extrait, mais c'est un extrait d'une vidéo promotionnelle de l'armée de l'air américaine qui nous fait entendre le lieutenant Christian Nemech. Et le lieutenant Nemech a pour responsabilité un des silos lance-missiles. Et donc, littéralement, sa fonction, c'est si elle reçoit l'ordre d'exécuter cet ordre de lancement. Mais pourtant, quand on lui demande de parler de son travail, elle dit quoi qu'il arrive au travail, tout va toujours bien quand on ouvre cette porte et voit, et dit-elle dans la vidéo en parlant de ses enfants, leur visage souriant. Le seul problème, c'est que ce n'est pas exact, parce que quoi qu'il arrive au travail, ça pourrait être le fait qu'elle exécute cette mission de lancement. Et si elle exécute cette mission de lancement, étant donné la distance entre son logement et le silo d'où va être lancé le missile dont elle a la responsabilité, la chance pour qu'elle revoie ses enfants est quasi nulle. Donc, ça nous montre bien que même quelqu'un dont la fonction est de mettre en œuvre cette possibilité-là parle comme si cette possibilité n'avait aucune réalité. Ça se manifeste et ça s'étend même aux élites politiques. Ça, c'est le prix Pulitzer Richard Rhodes qu'il écrivait en 2014 à l'issue d'une trilogie qu'il a écrite sur les dirigeants des États dotés d'armes nucléaires. Personne en situation d'autorité ne croit que ces fichues choses vont exploser. Et au fond, la difficulté à laquelle nous sommes donc tous confrontés, élite ou pas, militaire ou pas, pro-nucléaire ou anti-nucléaire, c'est précisément une espèce d'incrédulité fondamentale. Gunther Anders nous disait il y a bien longtemps, ces messieurs en savent aussi peu que vous parce qu'ils ont exactement aussi peu d'imagination que vous. Et vous allez voir, Yannick aussi a un commerce intellectuel avec Gunther Anders. Donc c'est une première convergence de nos approches. Donc, au fond, le défi, c'est de nous faire croire à ce que l'on sait étant la possibilité d'une catastrophe nucléaire qui pourrait être non désirée. Et donc, le propos de cette présentation et de cet article, c'est de dire, au fond, j'ai réussi à documenter 4 gestes esthétiques par lesquels la fiction permet de placer le spectateur dans une position qui lui permet de dépasser cette incrédulité. Et j'ai trouvé 4 gestes, ça ne veut pas du tout dire que c'est exhaustif, il peut y en avoir davantage, j'en ai juste trouvé 4. Le premier geste, assez intuitif, consiste à montrer le début de la guerre nucléaire. Pour les spectateurs de cinéma parmi vous, vous aurez sans doute vu l'un de ces films, Le Docteur Folamour de Stanley Kubrick, ou Point Limite de Sidney Lumet, ou alors The Day After, plus tard dans les années 80, ou Akira pour les fans de manga. Et là, dans tous ces cas-là, on a le début de ce qui s'apparente à une guerre nucléaire. Deuxième geste possible, l'affirmation de la possibilité de la guerre nucléaire parce qu'elle a lieu avant que l'oubli ne l'emporte, mais sans pour autant montrer le début de la chose. Dans Malville, de Christian Challonge, à la fois d'ailleurs, donc Christian Challonge c'est le film, mais c'était aussi vrai dans le roman, en fait, la guerre nucléaire, on la voit, on la vit littéralement avec des personnages en sous-sol, et c'est juste un grand bruit extérieur hors champ, une coupure d'électricité, et elle n'est d'ailleurs pas nommée. Il n'est à aucun moment dit qu'il s'agit d'une guerre nucléaire. Il y a plusieurs indices qui le sujettent, notamment l'évacuation des personnages à la fin. De la même manière, dans Threads de Mick Jackson,
on n'a pas nécessairement le début, mais on a plutôt les conséquences de l'attaque. Et là, c'est vraiment justement une espèce de saisie qui utilise les codes du documentaire pour vivre avec les protagonistes l'agonie du monde post-nucléaire. Pour valider ces propos, on a mené avec mon équipe une campagne d'interviews et aussi de sondage, et c'est frappant, on va y revenir. Les films The Day After et Threads sont les deux films qui ont été les plus marquants pour nous sonder quand on leur demande de quoi est-ce que vous vous souvenez et quels sont les éléments relatifs à la possibilité de la guerre nucléaire qui vous ont marqué. Donc, deuxième geste qui, là aussi, montre sous une forme ou sous une autre une quantité substantielle de violence nucléaire. Et là, j'en arrive aux deux autres gestes qui sont intéressants précisément parce qu'ils n'exigent pas de montrer la violence nucléaire de masse. Le troisième geste, c'est simplement la possibilité de la guerre nucléaire entendue comme inévitabilité et donc comme attente apocalyptique. Je veux dire par là, ce sont des mises en scène qui nous disent, souvent au début du film, ou en tout cas à un moment précis de l'intrigue, que la guerre nucléaire a été commencée, c'est-à-dire les missiles ont été lancés, mais nous avons un temps de latence avant que nous puissions percevoir les conséquences, soit parce que le missile va nous toucher dans un temps X, soit parce que les conséquences, comme dans On the Beach de Stanley Kramer, n'ont pour l'instant touché que l'hémisphère nord, et nous sommes en Australie, donc ça dépend des vents. Et donc, on est dans cette espèce de temps de l'attente apocalyptique, mais qui, de fait, donne une grande réalité à cette possibilité en renversant la valeur du temps qu'on passe avec ces personnages, parce que précisément, c'est plus un temps ouvert, mais c'est un temps d'attente de l'apocalypse. Et c'est vrai donc à Hollywood, avec Stanley Kramer, ou plus récemment dans les années 80 avec Miracle Mile, mais c'est aussi vrai avec un film magnifique comme Le Sacrifice d'Andrei Tarkovsky. Donc, ce n'est pas du tout un code spécifique au cinéma hollywoodien. Voilà le troisième geste. Et le troisième geste que je voudrais vous soumettre, le dernier, c'est thématiser et problématiser la complaisance eu égard à la possibilité de la guerre nucléaire. Il ne s'agit pas du tout de montrer la violence nucléaire, mais il s'agit de dire que l'insouciance à cet égard-là est très problématique. De mon point de vue, la meilleure thématisation de ça, ça reste le film d'Akira Kurosawa, I Live in Fear, qui nous montre, qui est un drame familial avec le patriarche joué par Toshiro Mifune, qui est un rescapé d'Hiroshima, et lui est persuadé que ça va se reproduire. Et donc le grand dilemme dans tout le film, c'est comment définir le fait d'être fou. Est-ce que c'est d'être tellement obsédé par la peur nucléaire qu'on va vouloir faire émigrer sa famille jusqu'au Brésil parce qu'on croit que là-bas, elle sera à l'abri? Ou est-ce que c'est être complètement insouciant face à ça, au point de faire interner son propre père parce que précisément le père ne voulait pas renoncer à l'affirmation de la menace? Cette problématisation de la complaisance, elle se joue aussi dans l'histoire d'amour que nous montre Alain Resnais dans Hiroshima, mon amour, qui est une histoire d'amour et de mémoire où les personnages justement sont filmés en cendre à un moment de manière très poétique, où précisément la cendre est là pour nous montrer qu'il n'est pas concevable de passer à l'oubli et à l'indifférence. L'oubli et l'indifférence sont littéralement inconcevables. Et de la même manière, War Games de John Badham, qui est probablement le film que vous connaissez le mieux, va, à travers l'histoire d'un jeune hacker, nous montrer la possibilité d'une escalade non désirée du fait d'un ordinateur qui était censé automatiser la riposte. Et donc va nous dire que tous ceux qui tenaient un discours du contrôle parfait étaient dans la confiance excessive. Donc là, vous avez 4 gestes qui permettent aux spectateurs de fiction que nous sommes d'entrer dans un univers dans lequel cette possibilité de la catastrophe nucléaire est clairement saisissable. Je voulais vous montrer des extraits, mais on a fait quelques tests sur Zoom et c'est juste absolument abominable. Donc, je vous enverrai des liens dans la suite de cette conversation.
Mais un des résultats que je crois intéressant dans cette enquête, c'est justement le rôle de la hantise dans l'impact de la fiction sur le spectateur. Ce que je veux dire par là, c'est que dans War Games, pour ceux qui l'ont vu et qui s'en souviennent, à la fin, euh, on a une espèce de suspense crescendo sur le fait que l'ordinateur qui simule la guerre nucléaire a obtenu les codes de lancement et donc va lancer les missiles. La lumière s'éteint dans le centre de commandement du NORAD et on est persuadé que les missiles vont être lancés. Il y a une grande musique dramatique qui simule l'impact sur la totalité de la planète. Et finalement, il décide qu'il ne va pas lancer et il propose à son concepteur de jouer aux échecs. Vous vous souviendrez sans doute de la phrase Greetings, Professor Falcon, et si on jouait aux échecs. Et bien là, précisément, la fin du film, c'est le fait que la lumière se rallume. Donc, on a une mise en scène très théâtrale où la lumière d'abord s'éteint, on est plongé dans le noir au pic de la dramaturgie, et ensuite la lumière se rallume. Et au moment où la lumière se rallume, on est dans justement une espèce de grand soulagement. Et ce grand soulagement se manifeste par le fait que toutes les hiérarchies sociales s'effondrent, tout le monde tombe dans les bras l'un de l'autre, et tout le monde se réjouit justement du fait qu'on a évité la guerre nucléaire. Et donc là, si vous voulez, vous avez une catharsis euh, du soulagement, mais qui est la même, ou plutôt qui est le pan inverse de la catharsis du docteur Folamour, où à la fin du docteur Folamour, le suspense se résout par le spectacle du ballet des bombes atomiques et donc de la fin du monde, avec la chanson bien connue We'll meet again, don't know when, don't know where. Mais de la même manière, on a une espèce de résolution et de soulagement, soit par le spectacle un peu orgiaque de la fin du monde, soit par la certitude qu'on a évité cette abomination. Donc, dans les deux cas, l'expérience vécue par le spectateur de cinéma peut se clore grâce à cet effet cathartique. C'est-à-dire, on peut littéralement sortir de la salle de cinéma, éteindre je ne sais pas quoi, et se dire, voilà, ça c'était une fiction, maintenant je reprends ma vie normale et je ferme la porte. Dans un film comme The Day After ou comme dans Threads, cette possibilité de séparation entre l'expérience de la fiction et l'expérience de la vie normale ne vous est pas donnée. Parce que précisément, cet effet cathartique vous est nié. Ce sont des films qui se terminent sur des expériences agonisantes. Le médecin qui s'aperçoit qu'il ne peut plus sauver ses patients et qui finit par essayer de retrouver sa maison et qui meurt seul devant sa maison à essayer de la défendre de manière totalement dérisoire avec une voix de radio qui dit est-ce qu'il reste quelqu'un, est-ce qu'il reste quelqu'un quelque part, ou alors Threads avec le personnage qui marche dans les décombres et qui voit un homme hagard avec un bébé dans les bras. Dans les deux cas, The Day After et Threads, c'est là que précisément nos sondés nous ont dit, nous, on a eu, ça nous a marqué et on en a fait quelque chose. Donc il y a vraiment quelque chose de spécifique à dire, non pas sur les 4 gestes esthétiques que je vous ai présentés avant, mais précisément sur le fait de nier la possibilité de la catharsis et de la séparation entre l'expérience de la fiction et l'expérience du monde connu. Voilà. Le défi, si vous voulez, c'est que ces 4 gestes esthétiques, après l'année 1990, et c'est vraiment marqué de manière chronologique, hein, on les trouve, ces 4 gestes esthétiques, régulièrement dans les années 50, 60, 70, 80, jusqu'à la fin des années 80. Mais à partir de 1990, ces gestes changent de référence, c'est-à-dire on les retrouve, mais associés à des pandémies, à des catastrophes environnementales ou à la frappe ou à la menace de frappe d'un astéroïde. La guerre nucléaire est donc présentée comme un enjeu passé et ce sont souvent des explosions ponctuelles. Il n'y a plus de possibilité de riposte. Leurs effets sont soit minimisés, c'est-à-dire on détruit une ville, 2 villes, peut-être 3, 4 ou 5, mais jamais plus. Leurs effets sont parfois même valorisés, au sens où, dans les années 90 et dans les années 2000, les armes nucléaires sont érigées au rang de seules entités capables de détruire des assaillants de la planète, tels que
un astéroïde, pensez à Armageddon de Michael Bay, ou à détruire des monstres supposément intergalactiques ou des extraterrestres, pensez à Independence Day de Roland Emmerich, ou Pacific Rim, ou tout un tas d'autres. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de possibilité de riposte. Les effets des explosions sont minimisés. Pensez très récemment à The Dark Knight Rises. Et ils sont même parfois valorisés. Donc, on a renversé vraiment les codes que je vous présentais en amont. Et de manière assez intéressante, je crois, la guerre nucléaire apparaît maintenant complètement déconnectée de son origine humaine. Quand elle a lieu, c'est déclenché par des machines. Pensez à la saga Terminator ou à la série Battlestar Galactica. Et donc, précisément, ce que ça veut dire, c'est que la culture populaire post-1990 ne nous aide plus à lutter contre notre incrédulité vis-à-vis d'une possibilité qui demeure, qui est la possibilité de la catastrophe nucléaire. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour commencer cette conversation. Et je vais d'emblée passer la parole à Yannick. Et je vais arrêter de partager mon écran. Merci. Alors, je vais poursuivre effectivement sur la perche qui m'a été lancée à partir des travaux de Günther Anders, et puis expliquer un petit peu d'où je parle, qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé à la fiction, et notamment à la science-fiction, pour aborder un certain nombre de sujets. Donc, mon champ de recherche initial, effectivement, c'est plus les questions d'environnement. Je suis un spécialiste à la base des politiques publiques environnementales. Et puis, je me suis intéressé à la science-fiction progressivement, notamment par un effet d'émulation à Nice, où il y a une petite communauté qui s'intéresse à ces questions-là, en essayant de mélanger auteurs et puis scientifiques, mais plutôt du côté des sciences dures. Et par cet effet d'émulation, n'étant pas auteur, j'ai été amené à me demander comment moi aussi je pourrais m'intégrer dans ces discussions. Et étant un vieil amateur de SF, j'avais quelques bases et quelques lectures. Et j'ai trouvé quelques connexions, pour le coup avec mes travaux, puisque je suis parti de l'hypothèse qu'une grosse partie des difficultés qu'ont nos sociétés par rapport à toute une série de problèmes tient à leur rapport au futur, et notamment sur les questions écologiques. Et je suis parti du postulat qu'on peut difficilement construire une éthique de l'environnement et aborder concrètement et pratiquement les enjeux environnementaux sans repenser notre rapport au futur et notre rapport au futur collectivement. Donc, hypothèse de base, nos problèmes contemporains sont très fortement liés à cette difficulté à traiter la question du futur. Donc, c'est ce que d'autres travaux abordent avec la question du présentisme. Voilà, nous sommes comme le dit François Hartog, dans une époque qui est marquée par le présentisme. Voilà, et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne plus rester le nez collé sur le présent et aborder toutes les conséquences que nos sociétés auront à traiter. Donc ça a été un premier ancrage, cette difficulté de nos sociétés contemporaines, qui n'est pas celle uniquement de nos sociétés. Moi, j'étais aussi un peu perturbé par la difficulté qu'ont les sciences sociales justement à intégrer la question du futur. Voilà, comme si on n'avait pas le droit, ou comme s'il était peu légitime de parler du futur, et ça m'a paru de plus en plus embêtant. Voilà, les sciences sociales sont vraiment très très embêtées. Donc moi j'ai trouvé un biais, qui est une manière de produire de la connaissance, qui est le biais de la fiction. Voilà, j'ai considéré que la fiction était aussi une manière de produire de la connaissance sur ces enjeux du futur. Il y a une autre difficulté aussi qu'ont les sciences sociales et qui m'a de plus en plus embêté, c'est la question du panorama, comme dirait Bruno Latour, ou de la question des enjeux systémiques. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour dire des choses sur des enjeux qui touchent le collectif à une échelle planétaire? Nos disciplines scientifiques ont pris l'habitude de découper les sujets en petits morceaux, en petits bouts, sauf que l'inconvénient cumulé, c'est qu'on finit par ne plus avoir qu'une vision sur ces petits bouts et pas la vision d'ensemble. Et j'ai à nouveau considéré que la fiction était une manière de réintroduire une perspective systémique, voilà, et nous aider à penser des évolutions globales qui pourraient toucher nos collectivités dans leur totalité. Alors là, effectivement, ça rejoint les réflexions de Günther Anders. Günther Anders a théorisé ce qu'il a appelé le décalage prométhéen. C'est-à-dire en considérant que nos sociétés pâtissaient d'un écart grandissant selon lui entre leur capacité de production, Herstellung en version originale, donc la capacité à produire donc tous ces biens, marchandises et tout ce qui contribue à transformer la planète, et puis décalage avec ce qu'il a appelé la capacité de représentation, donc Herstellung,
et son hypothèse, qui est plus qu'une hypothèse, hein, mais le gap qu'il considère comme croissant, c'est voilà, nos capacités de représentation seraient selon lui en complet décalage, en décalage croissant par rapport à nos capacités de production. Et la réponse que j'avais envie de faire à Günther Anders, qui n'était probablement pas un lecteur de science-fiction, c'est de dire que, bah oui, en fait, non, ce décalage, il peut être comblé, et justement, grâce à l'effort que font à la fois les auteurs de science-fiction en littérature et autrices, et puis toute la production que Benoît signalait, hein, la production cinématographique, de séries, de BD, de théâtre, même, y compris de jeux vidéo aussi, qui est devenu un médium très important de représentation de ces enjeux. Et donc, je suis parti de l'hypothèse qu'un moyen de compenser ce que Günther Anders considérait comme un décalage, c'était de repartir de tout ce qu'avaient fait les auteurs de science-fiction. Mon corpus était principalement littéraire, mais un peu cinématographique, mais principalement littéraire. Et donc, je suis allé repiocher dans tout ce corpus, qui est un corpus fabuleux, hein, et donc avec, pour le coup, une série d'ancrages, donc en considérant que ces œuvres pouvaient nous fournir donc, ce qu'on peut appeler des expériences de pensée. Donc oui, certes, on peut avoir du mal à se représenter les conséquences des actions et activités humaines. Par contre, on a un substitut, on a un proxy qui peut nous fournir un équivalent, qui sont les mondes qu'ont construits les auteurs et autrices de SF, et les mondes que nous proposent le cinéma, les séries, les jeux vidéo, qu'on peut prendre comme des expériences de pensée dans lesquelles on voit fonctionner des acteurs en situation et qui ont à pâtir, pour le coup, de choix qui ont été faits par le passé, de préférences qui ont été celles des communautés antérieures, et on a une manière de visualiser, de se représenter les conséquences de choix, de valeurs, d'actions humaines qui se seraient déroulées dans le passé. Donc, expérience de pensée, auquel j'ai rajouté une autre dimension, qui est la dimension à la fois exploratoire, puisque ce que font ces œuvres, c'est mine de rien explorer le monde qui est le leur. Hein. Il y a plusieurs manières d'explorer le monde. Il y a celle qui est pratiquée par les sciences. Voilà, les différentes disciplines scientifiques sont des manières d'explorer les difficultés d'une époque et les problèmes d'une époque. Et puis il y a une autre manière d'explorer son époque, d'explorer son monde, c'est l'imaginaire. Donc il y a ce travail exploratoire qui est également récupérable dans l'imaginaire, et avec une autre dimension que j'ai ajoutée, que j'ai empruntée à Michel Foucault, qui est la dimension de problématisation. J'ai aussi considéré que ce que font mine de rien ces œuvres ou ces fictions, c'est problématiser, c'est mettre en scène des enjeux, des problèmes, grâce au décalage dans le temps et dans l'espace. Voilà, elles contribuent. Donc décalage dans le temps en poursuivant un certain nombre de trajectoires, et pour le coup, elles peuvent nous montrer effectivement un certain nombre de problèmes auxquels on n'aurait pas forcément pensé ou auxquels on n'aurait pas pensé de la même manière. Donc, typiquement, hein, c'est ce qu'a fait, ou c'est ce que font des œuvres classiques. Hein. Si vous reprenez Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, on peut faire plus qu'une hypothèse, hein, qui est que la question du clonage, les enjeux de manipulation génétique, n'auraient probablement pas été pensés de la même manière sans l'œuvre de Aldous Huxley, voilà, et sans l'ingénierie génétique que nous décrivait Aldous Huxley dès 1932. Voilà. Donc exploration, problématisation, et pour les coups, j'ai récupéré ça pour penser les enjeux écologiques. J'avais travaillé différemment dans mes recherches antérieures. Et j'ai essayé de montrer dans l'ouvrage précédent, qui n'est pas celui qui est en arrière-plan, hein. Là, ça c'est mon dernier ouvrage qui est en arrière-plan, on pourrait y revenir éventuellement. Où pour le coup, j'ai repris d'autres questions qui sont celles de l'évolution du capitalisme et l'évolution de la condition humaine à travers le courant qui est le cyberpunk. On y reviendra si vous le souhaitez. Mais dans le précédent, donc, j'avais retravaillé les questions écologiques à travers la science-fiction, et j'avais essayé de montrer qu'effectivement, l'ASF est une manière de réexplorer ces questions-là et de les problématiser d'une autre manière. Et quand vous relisez les œuvres, donc c'est vrai hein, pour celle que décrivait Benoît, j'aurais pu ajouter Philippe Cadic, hein, qui est une très belle série, qui nous offre une très belle série de nouvelles hein, et de fiction, pour le coup, c'est ce qui se passe après. Voilà, le côté paranoïaque de Dick a très bien fonctionné sur l'apocalypse, sur la post-apocalypse nucléaire. Donc disais-je, oui, la fiction nous permet de problématiser ces enjeux-là, ou de les reproblématiser, et de repenser toutes les questions d'habitabilité. Voilà, la grande question que travaille mine de rien la SF, hein, depuis Wells, quasiment, depuis H.G. Wells,
qu'est-ce que ça veut dire habiter une planète? Qu'est-ce que ça veut dire penser le confort d'une planète? Qu'est-ce que ça veut dire penser aussi l'évolution du degré de confort de cette planète? Donc toute la question de l'habitabilité, que j'ai retravaillé dans la première partie de Hors des décombres du monde, puisqu'effectivement, la science-fiction, à travers ces constructions de monde, nous permet d'éprouver, au double sens du terme. Donc éprouver, c'est à la fois au sens de ressentir, grâce aux mises en scène fictionnelles, grâce aux décors dans lesquels se meuvent les acteurs, les spectateurs ou les lecteurs peuvent éprouver ce que vivent des personnages dans des situations particulières. Et puis c'est éprouver aussi au sens de mettre à l'épreuve. Donc mettre à l'épreuve des mondes fictifs. Voilà. Comment fonctionneraient des mondes si on faisait varier toute une série de paramètres? Donc paramètres en termes d'habitabilité, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans une planète qui fait quelques degrés supplémentaires? Qu'est-ce que ça veut dire vivre sur une planète où la biodiversité s'est très fortement réduite? Et pour le coup, voilà, la rencontre avec d'autres planètes, la rencontre avec d'autres mondes extraterrestres, c'est une très belle manière d'éprouver des biodiversités différentes. Pensez au film Avatar, par exemple, qui est une manière de mettre en scène ces différences de biodiversité et les différences de rapport au monde, pour le coup. Et puis, un autre souci qui m'a animé quand j'ai travaillé ces questions-là, on n'a pas encore évoqué le terme de dystopie, on a un peu parlé d'apocalypse, mais vous aurez sans doute noté que la fiction récente est très fortement imprégnée par des atmosphères dystopiques, apocalyptiques ou post-apocalyptiques. Et j'étais très embêté parce que j'ai aussi considéré que qu'est-ce qui fait que nous paraissons enfermés dans le présentisme? C'est justement le fait que notre imaginaire paraisse bouché. Et j'ai essayé, dans le 3e chapitre de Hors des décombres du monde, de faire réémerger des imaginaires alternatifs, ou en tout cas un peu plus porteurs d'espérance, donc en reprenant la notion de ligne de fuite que j'ai empruntée à Gilles Deleuze. Et j'ai essayé de donner 6 incarnations à 6 lignes de fuite possibles, en essayant de faire varier les paramètres techniques, économiques, politiques, sociaux, voilà, en montrant qu'il pouvait y avoir des lignes de fuite high-tech, très high-tech, qui pourraient nous permettre éventuellement de résoudre, de traiter les enjeux écologiques, ou des lignes de fuite un peu plus low-tech. Voilà, on peut faire aussi, en tout cas la fiction, certaines fictions ont travaillé des hypothèses d'imaginaire low-tech qui peuvent être considérées comme des manières de traiter les enjeux écologiques. Voilà. Et j'ai proposé 6 lignes de fuite en essayant de jouer sur ces variétés de paramètres, et on y reviendra éventuellement. Donc avec l'idée en arrière-plan de proposer un concept, qui est le concept de prototopie. J'étais très embêté par notre enfermement entre deux bornes, qui était la borne utopique et la borne dystopique, et j'ai considéré qu'il était aussi intéressant de s'attarder sur ce qui est entre les deux, ce que j'ai appelé des prototopies, donc de façon à la fois à rouvrir le champ des possibles, mais aussi à essayer de pluraliser les imaginaires, en tout cas les trajectoires imaginables, donc pour sortir de ce fameux « there is no alternative » que nous acclamait Margaret Thatcher. Et en fait, qu'est-ce que nous propose la science-fiction? C'est un contre-pied absolument formidable à ce « there is no alternative ». La science-fiction nous dit « il y a toujours des alternatives ». Alors certes, ces alternatives ne sont pas toujours très brillantes. Il y en a beaucoup dans lesquelles on n'aurait pas forcément envie de vivre. Je pense à la scène du cyberpunk, qui peut être pris comme une utopie pour les plus aisés et les plus fortunés. Par contre, pour la majorité de la population, c'est pas forcément très, très riant comme univers. Mais dans tous les cas, ce que nous dit la SF, c'est que l'imaginaire n'est jamais fermé. Il y a toujours des alternatives. En tout cas, on peut toujours construire et envisager des mondes qui soient un petit peu différents. Donc voilà, pour résumer un petit peu le parcours que j'ai fait. Donc ma perspective, comme vous l'avez compris, c'est une manière de refaire de la théorie politique, mais avec quelque chose qui peut paraître plus ludique, en tout cas avec un support qui est différent, mais qui n'est pas seulement ludique. On reviendra peut-être sur ces aspects évasion. Il n'y a pas que de l'évasion. Et moi, je considère que même des fictions qui peuvent paraître distrayantes ou qui peuvent paraître peu sérieuses comme Star Wars, peuvent être reprises comme des manières tout à fait sérieuses de décrire qu'est-ce que ça veut dire le confort d'une planète. Parce que mine de rien, quand vous voyagez dans le monde de Star Wars, vous avez une idée de la variabilité du confort d'une planète. Voilà, ces planètes peuvent être très chaudes, très froides. Si vous prenez l'épisode 2, l'Empire contre-attaque, voilà, c'est pour le coup une planète qui est très froide, mais vous allez sur d'autres planètes où pour le coup les conditions de confort sont très très variables. Donc voilà, théorie politique, par des supports qui peuvent paraître
pas sérieux, mais j'espère vous avoir montré que c'est tout à fait sérieux. Et si on considère qu'il y a 4 grandes fonctions dans la théorie politique, une fonction heuristique, une fonction pédagogique, une fonction critique, une fonction éthique, on peut trouver dans la science-fiction ces 4 fonctions. En tout cas, on peut faire des parallèles avec des fonctions qui sont celles de la théorie politique. Il y a effectivement une fonction heuristique que je vous ai montrée, une fonction exploratoire, puisqu'effectivement la fiction permet de problématiser, elle permet de mettre en scène des enjeux, en tout cas de reprendre ces enjeux d'une manière différente, donc en poursuivant des trajectoires et en montrant les conséquences de ces trajectoires. Après le cyberpunk, il y a eu tout un courant qu'on a appelé le biopunk, qui est une manière de retravailler les questions d'ingénierie génétique, de manipulation du vivant. Et vous avez beaucoup d'œuvres qui ont pris ce postulat, hein, qui ont pris cette hypothèse, du type qu'est-ce que ça donnerait effectivement une société dans laquelle on pousserait très loin l'ingénierie génétique ou les manipulations biologiques. Et ça s'appelle le biopunk, voilà, où on retravaille ce type d'hypothèse. Donc ça, c'est la première fonction, heuristique, exploratoire. Il y a aussi une fonction pédagogique, mine de rien, dans la science-fiction, puisqu'elle va vous confronter, vous lecteurs, lectrices, ou vous spectateurs, spectatrices, à toute une série d'enjeux. Donc Benoît vous a parlé des enjeux nucléaires, voilà, qui ont effectivement été mis en scène de multiples manières, mais ça peut être d'autres enjeux, hein. La question du clonage évidemment, la question de la surveillance généralisée, qui est une thématique montante, la question de la disparition du vivant, évidemment, dans des films comme Blade Runner. Voilà, vous avez toute une série de thématiques qui peuvent vous permettre à nouveau d'éprouver et de ressentir quasiment pédagogiquement ce que ça pourrait être des enjeux vécus au concret par des acteurs en situation. Une troisième fonction, qui est une fonction critique, voire de mise en éveil, voire de mise en garde, voire de mise en alerte. C'est tout l'intérêt du ressort fondamental de la science-fiction. Il y a un grand théoricien qui s'appelle Darko Savin qui a bien montré qu'un des ressorts fondamentaux de la science-fiction, c'est ce qu'il appelle le cognitive estrangement, la distanciation cognitive ou la défamiliarisation cognitive. Voilà, ce petit pas de côté dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de jouer sur des paramètres temporels ou spatiaux, est une manière d'activer aussi une fonction critique. Voilà, le fait de créer un effet de contraste, c'est aussi une manière de relativiser le monde tel que vous le connaissez. Le spectateur, la spectatrice, le lecteur ou la lectrice peut se dire, bah oui, tiens, le monde que je connais pourrait être envisagé différemment. Et c'est une manière d'introduire une dimension critique. Et à nouveau, même des œuvres qui peuvent paraître ludiques ou distrayantes peuvent, mine de rien, aussi introduire cette dimension critique, voilà, et amener à penser sur des enjeux qui, vus différemment, n'auraient peut-être pas été pensés de la même manière. Et puis une dernière fonction que je qualifierais d'éthique, puisque j'ai essayé de montrer dans l'ouvrage précédent qu'en fait la science-fiction c'était aussi une éthique des conséquences, puisque qu'est-ce que fait la SF quand elle décale vers le futur, c'est mine de rien montrer quelles seraient les conséquences de certaines trajectoires si on les poursuivait. Alors, le plus fréquemment, effectivement, c'est des trajectoires techniques. Donc, c'est à nouveau l'ingénierie génétique, si on reprend cet exemple, c'est à nouveau l'informatique, si on reprend l'exemple du cyberpunk. Et le décalage temporel vers le futur va permettre de mettre en scène ces conséquences et de construire ce que j'ai appelé une éthique des conséquences, voilà, que je retravaille avec la question du cyberpunk. Donc, et le cyberpunk, en effet, permet de vous montrer ce que pourrait donner un capitalisme poussé à son extrême, un capitalisme dans lequel les formes de régulation auraient disparu, donc dans lequel un certain nombre d'institutions étatiques notamment auraient disparu, dans lequel les multinationales seraient devenues dominantes, pas que les multinationales d'ailleurs, puisque quand des institutions publiques disparaissent, c'est aussi les mafias potentiellement qui prennent le devant de la scène. Voilà, et vous avez une belle, en tout cas une intéressante mise en scène d'une évolution du monde lorsqu'on poursuit le curseur technique, avec une densification technique poussée très loin, y compris jusque dans les corps, et puis en poussant les curseurs économiques là aussi très loin, avec un capitalisme débridé, et en tout cas des acteurs économiques qui peuvent s'exprimer dans toute leur brutalité. Voilà, 4 fonctions. Je ne m'étends pas plus longtemps, parce que j'ai déjà pris pas mal de temps, et je vais peut-être laisser à Benoît le soin de rebondir et de poursuivre la discussion en dépliant les 2 axes qu'il avait prévus pour notre discussion. Parfait, mais oui, merci beaucoup. En fait, pour rebondir et transitionner vers comment éviter
une réduction de l'expérience de la fiction au divertissement, je voulais revenir justement sur le début du propos d'Yannick, sur la gêne vis-à-vis de la façon dont les sciences sociales traitent le futur. Et je pense que ça, c'est vraiment une expérience qu'on a partagée, enfin, ou qu'on a eu chacun de notre côté en tant que chercheur, parce que au fond, on peut établir que des imaginaires de l'avenir sont constitutifs de ce qu'on s'autorise à faire et de ce qu'on s'autorise à concevoir au présent. Or, les sciences sociales, ne parlant pas du futur, ont en fait un imaginaire de l'avenir qui est strictement la répétition du même ou une idée du changement qui est un changement très largement technologique. Et dans le cas de certaines, on pourrait dire de certaines modes, comme la mode du livre de Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature, on a eu un pan de la science sociale qui a fait renaître une espèce de téléologie progressiste, où alors on allait aller vers le mieux. Mais en fait, on n'a pas, ce qui est assez fou quand on y pense, on n'a pas en sciences sociales de pensée du changement qui prennent au sérieux la possibilité constitutive de l'imaginaire de l'avenir. Et, et sur ce plan-là, je voulais juste vous rappeler, puisqu'on a parlé beaucoup de la distinction entre guerre froide et post-guerre froide sur mes histoires nucléaires, il faut se souvenir que justement, une grande partie de notre profession, notamment les futurologues dont vous aurez parlé, Jenny, j'essaye de donner sa voix puisqu'elle n'est pas là, et je vous recommande son livre The Future of the World. La discipline de la futurologie avait pour but, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, de penser l'avenir, mais aussi pour une partie de cette discipline-là, de penser aussi la possibilité de la fin de la guerre froide. Or, la chose frappante, c'est qu'ils ne l'ont pas vu, ou quand ils l'ont vu, ils ne l'ont pas vu pour les bonnes raisons. Mais de manière frappante, à partir de la deuxième moitié des années 70, que Jenny montre dans son livre, qui est vraiment en résonance avec ce qu'on vient de dire, c'est un moment de fermeture des futurs. À partir des années 70, la futurologie réduit les modes de changement à la répétition du même ou à des transferts technologiques. Donc voilà, je voulais juste voilà, faire converger avec cette troisième voie absente et qui nous manque. Et peut-être juste rebondir sur le risque de réduire la fiction à du divertissement. Parce que précisément, si on la réduit à du divertissement et qu'on passe à côté de sa fonction pédagogique, critique et éthique, alors précisément là, on a manqué en fait une médiation, je crois, qui nous permet d'être actifs dans un monde face à la catastrophe, plutôt que de précisément aller se réfugier dans l'autre monde pour ne pas voir le nôtre. Donc je pense que c'est sur ce plan-là, sur le rapport au divertissement, qu'on peut peut-être pointer certains risques par rapport à justement à un agir politique actif. Un des risques, c'est évidemment le technosolutionnisme qu'on voit tous les jours et qui est en un sens problématisé aussi dans la SF. Mais l'autre, ce serait de dire on peut trouver des moyens de fuite. Si on peut juste négliger le problème et envisager juste un ailleurs qui va faire refuge. Je partage effectivement cet avis. Moi, je considère aussi qu'on ne peut pas penser le changement sans des médiations culturelles. Et pour le coup, l'imaginaire est un vecteur et un support de cette pensée du changement. Voilà. Et j'allais dire bon gré mal gré, parce que l'imaginaire le fait sans qu'il y ait forcément de volonté derrière. Il y a toute une série de mises en scène qui sont produites qui, pour le coup, ont un effet d'imprégnation sur le collectif, sans forcément que ce soit pensé comme tel. Alors, c'est pour ça que il y a un aspect qui est assez ambigu. Moi, je suis assez embêté quand même par la place croissante des dystopies. La production cinématographique, elle est quand même très très marquée par les dystopies, et notamment dans la fiction jeune adulte, avec les Hunger Games et les Divergentes. Je trouve que ces fictions mériteraient plus d'attention, notamment dans les schémas
de changement social, pour le coup, qu'elles montrent ou qu'elles mettent en scène. Comme vous l'avez remarqué, dans les films comme Hunger Games et Divergente, c'est plutôt un héros doté de vertus personnelles particulières qui, à lui seul, arrive à renverser un système. Mine de rien, c'est un type de fiction qui est très en affinité avec notre monde contemporain, hein. Notre monde voilà, où l'individualisme est devenu très fortement présent. J'hésite à mettre le terme de néolibéral, mais une partie de ces fictions résonne quand même beaucoup avec l'imaginaire néolibéral, où effectivement la force agissante, c'est plutôt celle de l'individu, entrepreneur de lui-même, qui, grâce à sa volonté, va réussir à emporter le collectif. Voilà, quand vous regardez beaucoup de ces fictions, et y compris celle que signalait Benoît, hein, quand vous regardez beaucoup de fictions post-apocalyptiques, elles sont très fortement imprégnées par cet imaginaire héroïque où l'individu va réussir à agréger un certain nombre d'énergie et à renverser éventuellement une situation problématique. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses à aller chercher dans l'imaginaire et la fiction, mais elles sont à prendre avec un minimum de recul et d'appréhension, en étant aussi conscient voilà, des formes de représentation qu'elles peuvent véhiculer et qu'elles peuvent contribuer à porter et à imprégner en direction des populations. Voilà, il faut être aussi voilà, vigilant sur ces différents aspects. Oui, juste pour rebondir sur ça, il me semble qu'il y a deux travers qu'on peut éviter justement dans la façon dont on traite les fonctions sociopolitiques de la fiction. Le premier travers, c'est justement une espèce de, comment dire, de minimisation en disant non, ça n'a aucune importance, ce qui est démontrablement faux. Et l'autre pan, c'est une espèce de perception qui considérerait le lecteur ou le spectateur comme un réceptacle passif d'un message voilà, qui lui est destiné. Et c'est pour ça que travailler aussi sur la façon dont une manifestation culturelle modifie des horizons d'attente ou modifie des codes du genre, là, on a un meilleur moyen, il me semble, de saisir la façon dont le message passe. Parce que, juste pour donner un exemple, par exemple, quand on regarde un film d'action et que le héros dégaine une arme à feu et pointe, par exemple, le, le réservoir de la voiture qui le poursuit, vous vous attendez très probablement à ce qu'il tire et qu'il vise juste et que la voiture explose. Si on était dans cette espèce de notion du réceptacle passif, vous vous diriez, ah, mais donc ce spectateur va recevoir une information fausse qui lui est donnée par la fiction sur le fait que la voiture explose, alors elle n'explose pas. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui se passe et ce qui est en jeu, c'est simplement que le spectateur pense ça, non pas parce qu'il pense que ça se produirait dans le monde réel, mais précisément parce qu'il sait que c'est un code du genre qu'il est en train de regarder et qu'il a reconnu ce genre-là et qu'il a une mémoire de spectateur de ce genre-là. Donc, je pense qu'un bon moyen et un moyen qu'on essaye d'arpenter tous les deux du mieux qu'on peut, c'est vraiment de penser cet espace politique comme un espace aussi de la mémoire du lecteur et du spectateur qui voit l'évolution des attentes du genre. Ouais, tout à fait, c'est la question de la réception et la question des usages aussi de la fiction. Voilà, pour prendre un autre exemple qui est celui d'Avatar, on a vu des personnes se déguiser en Na'vi pour effectivement essayer pour essayer de mobiliser sur certaines causes, hein, qu'elles soient écologiques ou même la cause palestinienne, par exemple. On a vu des Palestiniens se déguiser en Na'vi pour essayer de manifester leurs préoccupations. Donc, effectivement, le public n'est jamais complètement passif, hein. Il y a des usages divers et variés, mais qui peuvent être aussi ambigus. Dans le précédent ouvrage, j'ai essayé de discerner différentes fonctions de la fiction. Il y a une fonction de catharsis, hein, que signalait tout à l'heure Benoît. Il peut y avoir aussi une fonction d'habituation. C'est pour ça que les dystopies dont je parlais auparavant et toutes ces représentations post-apocalyptiques peuvent aussi avoir un effet d'habituation, hein, malheureusement. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous dire, plus ou moins consciemment, regardez, finalement, notre monde, c'est pas si pire
pour le dire trivialement, que ce qu'on pourrait penser, et on a encore de la marge par rapport à ce qui pourrait se produire. Oui, voilà, l'apocalypse n'est pas encore présent, et par rapport à certaines situations qui sont décrites, on peut se dire, oui, effectivement, il y a bien pire qui pourrait exister, donc voilà, on peut encore se permettre certains travers ou certaines attitudes, puisqu'on n'est pas encore arrivé au stade ultime qui nous est présenté. Donc c'est aussi une des ambiguïtés de la fiction, cette fonction d'habituation, qui est à prendre avec un petit peu de recul. Et ouais, voilà, je pense que ça, ce serait un bon mot pour en tout cas terminer cette phase de la conversation, parce qu'il me semble que quand on parlait tout à l'heure de la fonction critique, une des fonctions critiques, et le rôle que nous, on a en tant que pédagogue et en tant Voilà. qu'analyste, c'est aussi d'être réflexif vis-à-vis de cette fonction d'habituation. Ouais, et en tout cas, ne jamais considérer que la fiction n'a qu'une fonction. Elle peut avoir différentes fonctions qui sont aussi dépendantes de ses modalités de réception et de circulation. Donc c'est pour ça que j'avais essayé de montrer qu'en fait, les fonctions que la fiction pourrait prendre étaient dépendantes à la fois du degré de réflexivité, du degré de réactivité des publics et des collectifs qui s'en saisissaient, et qu'en fonction de ce degré de réactivité et de réflexivité, ces fonctions pouvaient être différentes. Voilà, il peut y avoir une fonction de mise en garde, de mise en éveil, de réveil des esprits, mais si la réactivité est faible et si la réflexivité est faible, on peut effectivement aboutir aussi à une fonction d'habituation, voilà, avec toute la gradation qui peut exister entre les deux. Et on peut même aller jusqu'à l'émancipation si ces fictions sont ressaisies, comme on disait auparavant, avec un fort degré de réflexivité et un fort degré de réactivité. Voilà, l'émancipation n'est pas exclue. Hein. L'émancipation peut aussi passer par la fiction. Et on a vu par le passé, effectivement, un certain nombre de mouvements. Voilà. Si vous prenez la veine socialiste, voilà, certaines fictions ont aussi eu un rôle, un rôle de stimulation important. Très bien, mais j'allais dire, on commence à avoir des questions dans le chat, donc on pourrait justement clore la partie conversation en binôme à ce stade et vous donner la parole. Monsieur Alexandre Bouillet, je lis votre question et si vous voulez bien la dire vous-même, je vais vous donner la parole à l'instant. Vous devriez pouvoir réactiver votre micro et je vous en prie. Je suis étudiant à Sciences Po, je prépare mon mémoire sur notamment les représentations de l'effondrement climatique, notamment dans le contexte africain, enfin dans les contextes africains, vis-à-vis des fictions produites notamment en Afrique. Et je me demandais justement si vous aviez des exemples de représentations, de discours eschatologiques, de SF, etc., qui sont produites sur le continent africain, mais aussi dans d'autres contextes spécifiquement non occidentaux. Et comment ça peut, quelles caractéristiques en fait, comment ça se caractérise et est-ce que vous avez ce genre de profil fictionnel sur lesquels vous seriez penché? Merci. Alors, à brûle pour point, j'en ai peu qui me viennent à l'esprit, mais pour une raison assez basique, hein, qui est qu'on parlait de circulation de ces fictions. Elles ont malheureusement un gros problème, qui est la question de la langue et de la question de la traduction. Et on a un imaginaire qui est très fortement dominé hein, par la production occidentale, et notamment la production anglo-saxonne, et notamment la production américaine. Et malheureusement, beaucoup des fictions africaines que vous avez sans doute à l'esprit ne sont pas traduites ou très mal traduites ou très peu traduites. Et là, pour le coup, j'en ai peu qui me viennent à l'esprit à cette heure avancée de la journée. J'ai plutôt des exemples qui me viennent en tête du côté asiatique. Donc, je pensais à Liu Cixin, par exemple, pour la production récente, où là, pour le coup, on est dans des visions du monde. Ouais, voilà, il y a un exemple qui est cité que je ne connais pas, mais voilà, je sais qu'il y a une science-fiction nigériane, je sais qu'il y a une science-fiction arabe et notamment égyptienne, mais comme je le disais, elle est moins traduite et moins accessible, et c'est pas forcément celle qui est la plus mise en avant. Voilà, d'autres seront sans doute plus compétents que moi. Il y a aussi une science-fiction asiatique hein, voilà, qui est très active, qui là aussi est peu traduite. Petite parenthèse d'ailleurs, hein, on parlait de l'imaginaire et des enjeux politiques de l'imaginaire. Il y a certains acteurs hein, qui ont très bien compris ces enjeux politiques, qui sont les acteurs économiques. Je pense notamment aux grandes entreprises technologiques hein, qui mettent en scène et qui récupèrent cet imaginaire, notamment à travers ce qu'on appelle le design fiction aux États-Unis. Mais le gouvernement chinois, par exemple, aussi, s'est intéressé plus récemment à la fiction et notamment à la science-fiction.
Et vous avez peut-être vu passer un film sur Netflix qui était, pour le coup, une forme quasiment de propagande, parce qu'effectivement, voilà, le gouvernement chinois a très bien compris qu'un des terrains de bataille sur lesquels les grandes civilisations allaient s'affronter, ce n'était pas seulement le terrain militaire ou technologique, mais ça va être celui de la fiction. Et on voit arriver effectivement des fictions qui essayent de produire un imaginaire alternatif, mais pas forcément dans le sens qu'on l'imagine. C'est un imaginaire qui est politique et qui est orienté politiquement, mais qui correspond aussi aux intérêts d'un certain nombre d'acteurs politiques, pour le coup. Voilà. Sur la question de la représentation de l'effondrement ou de la représentation de la catastrophe climatique dans un monde non occidental, moi, juste l'observation que je voulais faire, c'était que des productions, y compris occidentales, utilisent la question géographique comme un moyen pour interpeller le spectateur. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'arcs narratifs qui consistent à nous faire croire pendant un temps qu'on est dans un pays, entre guillemets, du tiers-monde, pour en fait nous révéler que ce qu'on présentait comme un ailleurs très lointain ou très précarisé, c'est en fait le monde qu'on connaît, mais qui a été totalement dévasté. Sur le ton du réalisme poétique, je trouve qu'une des plus belles manifestations de ça, c'est le film Les Bêtes du Sud sauvage, qui a été fait il y a une petite dizaine d'années, où la question de la localisation géographique, de où est-ce que ça se passe, n'est résolue que très tard en fait dans le film. Et pour rebondir aussi sur la question précédente, un des dérivés du cyberpunk, puisque le cyberpunk a eu de nombreux dérivés, donc, au lieu de jouer sur la variable informatique, on peut jouer sur la variable technologique. Donc, si la technologie n'avait pas évolué telle qu'on la connaît, mais était restée au stade de la machine à vapeur, ça donne le steampunk, par exemple. Et parmi les dérivés, il y a un autre courant récent qui s'appelle le solarpunk, qui essaye de mettre en scène les énergies renouvelables et des valeurs un peu plus pacifiées à l'égard des collectifs humains et naturels. Et de manière assez intéressante, le solarpunk s'est d'abord développé en Amérique du Sud. Donc il a été récupéré plus récemment par le monde américain, mais les premières anthologies, en tout cas les premiers écrits solarpunk, ont été des productions sud-américaines. Voilà, la première anthologie est sud-américaine. Voilà, et c'est pour le coup un imaginaire qui n'est pas un imaginaire occidental, et qui est une autre manière de mettre en scène ces enjeux-là. Et c'est assez intéressant qu'effectivement le solarpunk vienne justement d'un monde occidental, pour le coup. Oui, une autre observation en lien avec ce qu'on s'est dit aussi justement sur la diversité des corpus sur lesquels on travaille. Ce qui est intéressant, c'est que dans une grande partie de la littérature dont parle Yannick dans le livre avant le dernier, ce qui dépolitise ou ce qui opprime, c'est un gouvernement par la peur ou par l'excès de peur. Et donc, justement, la fonction critique de la science-fiction, c'est d'ouvrir des possibles ou d'ouvrir des lignes de fuite qui permettent d'échapper à la peur ou de la transformer en autre chose. Sur la question nucléaire, ce qu'on observe, c'est que la dépolitisation et la mise à distance des populations se fait par l'inverse, se fait en disant « vous n'avez pas besoin d'avoir peur puisque nous nous occupons de tout ça ». Donc, d'un côté, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça manifeste très clairement l'ambiguïté des usages de la peur. Et puisqu'on commençait sur une discussion sur les sciences sociales, c'est frappant de mon point de vue que les sciences sociales considèrent la peur comme problématique parce que le gouvernement, par la peur, justement, fait trop peur aux gens. Mais il me semble qu'il y a aussi un mode de la dépolitisation, notamment par la gouvernance technocratique, qui dit « n'ayez pas peur, confiez-nous votre destin », qui précisément a une relation à la peur qui est opposée, mais des effets en fait convergents. Ouais, puis la science-fiction navigue aussi entre différentes heuristiques. Donc, la remarque de Benoît me fait forcément penser à Amsionas et à son heuristique de la peur. Voilà. Une part de la SF fonctionne dans ce registre de l'activation de la peur et de la mise en scène
voilà, la SF évidemment absorbe toutes les anxiétés de son époque, hein, et elle est une manière de retraduire toute une série d'anxiétés en les déplaçant dans le futur. Hein. Parce que qu'est-ce que fait la SF finalement? Elle ne parle pas tellement du futur, hein, elle parle du présent, mais avec un regard décalé et en poussant le curseur des anxiétés. Donc oui, une partie de la SF fonctionne sur cette heuristique, hein, cette heuristique de la peur. Mais ce que j'essaie de montrer aussi, c'est qu'il y avait une autre dimension qui rejoint l'éthique de conséquence dont je parlais tout à l'heure, qui est ce que j'appelais une heuristique de la souciance. Puisque ce que fait la SF finalement, c'est activer l'inverse de l'insouciance. C'est en nous montrant des conséquences, elle restaure une forme de souci, elle restaure une forme de souciance. Voilà, Benoît en parlait à propos des aspects nucléaires et de tous ces enjeux-là, mais on peut considérer aussi qu'il y a une autre heuristique qui est présente dans la SF, qui est ce que j'ai appelé une heuristique de la souciance. Voilà, le fait de mettre en scène des conséquences et d'attirer l'attention sur les effets de trajectoires technologiques ou économiques ou sociales ou politiques, si on les poursuivait, en tout cas si on les laissait se poursuivre dans certaines directions. Madame Anna Goubert avait une question, donc je vais de la même manière vous laisser la poser vous-même. Voilà, vous devriez pouvoir, voilà. Vous m'entendez? On vous entend absolument, je vous en prie. Merci pour vos présentations. Oui, j'avais une question par rapport à la prospective stratégique. Moi, je suis en 2e année de thèse en sciences politiques sur cette thématique-là, la thématique de la prospective. Et quand vous avez parlé donc de la science-fiction et notamment du fait que ça permettait d'éprouver certaines choses et de mettre en scène des émotions, etc., ça m'a fait beaucoup penser à ce que disent les décideurs sur, en tout cas ceux que j'ai pu interroger, sur la prospective stratégique, c'est-à-dire construire des scénarios pour conseiller les politiques publiques. Donc je voulais savoir si vous aviez déjà travaillé sur la prospective stratégique et ce que vous pensiez de ce parallèle qu'on peut faire entre science-fiction et prospective. Et donc, c'est pour ça que je disais quelle place de la science-fiction comme conseillère du prince, en prenant en exemple la Red Team qui a été créée par le ministère de la Défense, l'équipe d'auteurs de science-fiction pour travailler sur des scénarios technologiques pour conseiller le ministère de la Défense. Merci. Merci. Ouais, alors pour le dire et y répondre un peu pompeusement, on peut considérer que prospective et SF sont dans un régime épistémique qui est similaire, hein, dans le sens où leur objet effectivement commun est le futur, sauf que les prises sont différentes et les manières de fonctionner sont différentes. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire fréquemment que la prospective est plutôt une discipline froide, dans le sens où effectivement elle construit des scénarios, mais des scénarios qui sont souvent, je dirais, désincarnés. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les acteurs tellement fonctionner en situation. Donc oui, ce sont des grandes tendances qui sont tirées, ce sont des scénarios qui sont produits, mais avec peu de, ou en tout cas moins de substance que la SF. Et pour le coup, la science-fiction a un avantage, ou en tout cas un avantage si on la prend comme une modalité de production de connaissances, c'est qu'elle construit des mondes. Donc les scénarios qu'elle propose, la fiction, sont des mondes qui sont relativement élaborés, avec des acteurs qui, alors, certes, ne sont pas faits de chair et de sang, mais des acteurs qui sont en situation et qu'on voit fonctionner par rapport à l'évolution de ces paramètres. Et c'est en ce sens-là que mes inclinations me portent plutôt vers la science-fiction, qui non seulement a des horizons temporels un peu plus longs, fréquemment la prospective, mais ça se comprend, hein, la prospective c'est 10 ans et au maximum quelques décennies. Par contre, la science-fiction a un avantage qui est d'élargir un peu plus longuement les horizons temporels, et pour le coup de créer des mondes un peu moins froids et avec davantage d'acteurs dont on voit certains modes de fonctionnement. Voilà. Parce que, mine de rien, la science-fiction, malgré tout, a des obligations de cohérence. Hein. Les mondes qui sont construits, même s'ils paraissent fictionnels, même si les auteurs peuvent se permettre, enfin les auteurs ou les producteurs peuvent se permettre parfois des choses qui ne seraient pas très réalistes, mais en tout cas, il y a une obligation de cohérence à ces mondes. Et c'est ce qui leur donne un statut voilà, intéressant, qui est certes différent de la prospective, mais un statut intéressant également en termes de production de connaissances. Oui, sur la question de la prospective et de la science-fiction, peut-être trois observations. La première, vraiment sur ce sujet, voyez le livre de Jenny, The Future of the World,
parce que c'est vraiment une histoire de la discipline prospective et de comment, justement, une discipline qui s'était donnée pour mission la clairvoyance a en fait raté tout un tas de choses et surtout a fini par produire un discours assez conservateur et technophile. C'est-à-dire il y a un effet politique très spécifique et très localisable de la prospective. L'autre élément, c'est aussi quand on utilise ça au service pour faire du conseil du prince, rétrospectivement, ce qui est très fort, c'est qu'on arrive à voir les postulats idéologiques, en fait. C'est-à-dire que, au fond, ces discours-là ne sont pas révélateurs de l'avenir, ne sont pas révélateurs de ce qui va advenir, mais ils sont révélateurs des postulats qu'on a dans le présent au moment où on émet le jugement prospectif. Je vous donne un exemple dans mon domaine nucléaire. Après la fin de la guerre froide, donc le gouvernement sud-africain est le premier gouvernement à démanteler intégralement un arsenal nucléaire constitué. Et donc, évidemment, dans les prévisions, dans les services de renseignement, le fait qu'ils allaient effectivement démanteler n'était pas prévu, enfin, ou en tout cas, c'était considéré comme très, très, très improbable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, vous voyez vraiment les contours idéologiques d'un imaginaire. C'est-à-dire, d'un côté, l'idée qu'une puissance puisse renoncer à un armement nucléaire, c'est inconcevable, littéralement. Mais par contre, vous avez une imagination débordante de scénarios qui se sont révélés faux, hein, mais qui vous expliquent que ce n'est pas ça qui s'est passé. Vous avez des scénarios du type, ils vont enterrer l'uranium, ou alors ils vont l'envoyer en... En fait, on a déployé des trésors d'imagination pour maintenir l'inconcevable qui était la condition de possibilité du discours. Et là, si vous voulez, se pose la question justement du rapport entre le prospectiviste et le prince et le rapport entre le prospectiviste et le financeur. Et ça, c'est un objet central de la recherche indépendante sur les questions nucléaires. Dans le livre là, qui va paraître, qui s'appelle « Repenser les choix nucléaires », je vous montre, exemple à l'appui, que par exemple, le discours de la dissuasion fait par l'expert, il a une fonction descriptive, mais il a aussi une fonction performative, c'est-à-dire il a la fonction de communiquer le fait que la dissuasion est efficace. Donc, comme nous l'a dit le grand stratège français Lucien Poirier, communiquer notre scepticisme à l'égard de la dissuasion nucléaire, c'est faire le jeu de l'adversaire. Donc, dans ce rapport de prospectivisme vis-à-vis du prince qui veut être le représentant de la dissuasion, ben, par exemple, vous ne pouvez pas dire les limites de la dissuasion, c'est-à-dire votre situation et votre position par rapport au prince que vous conseillez, paradoxalement, vous interdit de lui donner un certain nombre de conseils sur, par exemple, les limites de son contrôle sur des systèmes d'armes ou les limites de son contrôle sur des types de crises. Pour le coup, l'histoire des publications scientifiques sur la gestion des crises nucléaires est vraiment frappante sur la façon dont il y a des incohérences épistémologiques entre les postulats du début et les recommandations politiques, parce que simplement, on s'interdit de dire aux gestionnaires de crise qu'on va conseiller que simplement, on a des raisons de penser qu'il ne pourra pas gérer la crise. Voilà, c'est juste pour que vous soyez réflexifs, non pas sur ce que la prospective au service du prince dit sur le futur, mais sur ce que ce discours dit sur le rapport entre le prospectiviste et le prince, et sur ce que le rapport entre le prospectiviste et le prince empêche le prospectiviste de dire. C'était long, je suis désolé, mais c'est une question vraiment importante. Oui, puis pour faire le lien avec la science-fiction, c'est l'aspect prise de risque que peuvent se permettre les auteurs et que souvent hésitent à faire les prospectivistes. Voilà, il y a, je vais dire malheureusement, mais en tout cas les prospectivistes ont des obligations de réalisme et sont cadrés dans leurs hypothèses, c'est ce que disait Benoît. Par contre, les auteurs n'ont pas forcément le même type de contraintes et peuvent se permettre des hypothèses un peu plus originales et un peu moins conventionnelles. Pour revenir à ce qui a été évoqué sur la Red Team, là aussi, il faut prendre du recul. Hein, c'est quand même beaucoup un travail de communication de la part du ministère de la Défense. Il faut voilà, ils ont une certaine habileté à récupérer un certain nombre d'heures de SF pour des objectifs qui sont quand même plutôt des objectifs de communication. Hein. On n'est pas sûr que les productions intellectuelles qui en émaneront auront véritablement une utilité dans des réflexions un peu plus stratégiques. Voilà, je vois Benoît qui a mis une moue dubitative.
Non, absolument. Voilà, leur circulation sera peut-être pas aussi étendue que ce que certains auraient pu imaginer au départ. Bah, si vous voulez, c'est d'autant plus frappant, je vous donne deux éléments, hein, c'est d'autant plus frappant que, encore une fois, dans le livre, je me fatigue en 2 chapitres pour vous montrer que la totalité du discours produit sur les questions nucléaires en France intègre des postulats du discours officiel français, ce qui est méthodologiquement défaillant, si vous voulez. Vous ne devriez pas faire ça, hein. Donc le discours expert se transforme en communicant institutionnel. Et donc, quand le ministère de la Défense crée la RETIM, on espère que la RETIM va être créatrice, mais il est fort probable qu'il perpétue son habitude qui est de dire, mais en fait, tous les experts sont là pour faire de la communication institutionnelle, on va juste en recruter des plus habiles. Exactement. Et quand on regarde les scénarios qui ont été produits jusqu'à présent, ils ne sont pas très originaux par rapport à la production de science-fiction antérieure. Enfin, ça reste relativement conventionnel par rapport à ce qu'avaient pu écrire des auteurs ou des autrices précédemment. Donc voilà, pour ceux qui ont vu, pour ceux qui ont lu certaines productions maritimes et qui ont vu certaines séries télévisées dans la lignée de Ghost in the Shell. Voilà, alors, on trouve dans Ghost in the Shell les animés qui sont présents sur Netflix, les mêmes hypothèses quasiment que celles qui sont issues du travail de la RETIM. Donc, voilà, un bon connaisseur de l'ASF n'est pas très surpris de ce qui en est sorti comme produit. Alors, je vois 2 questions de la part de Senami Schmidt, donc je vais vous donner la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonsoir, on vous Oui, entend très bien. bonsoir. Merci beaucoup. Donc j'avais 2 questions en effet, une première, pour, Yannick Rumpala, qui était: pouvez-vous expliquer la différence entre prototopie et utopie? Justement avec ces lignes de fuite dont vous parliez, hem, mais, enfin, si jamais on n'a pas trop le temps, je peux aussi, faire mes propres recherches à ce niveau-là. Mais une question qui m'intéressait particulièrement, enfin d'avoir votre avis là-dessus, c'était, comment selon vous peut-on dépasser les obstacles à la mobilisation du spectateur justement ou, du lecteur avec, la science-fiction? Parce que j'imagine qu'on a des exemples de mobilisation suite à une œuvre de science-fiction, mais j'aimerais savoir, oui, justement, quels outils est-ce que vous pensez être, justement pertinents pour cette mobilisation? Et par exemple, je donne l'exemple dans le genre du film documentaire, il y a le film Demain, qui est sorti en 2015 et justement qui veut montrer, une vision non pessimiste de la crise environnementale et qui a inspiré d'ailleurs plusieurs initiatives citoyennes, par la suite, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un autre film qui s'appelle Après-demain en 2018 par les mêmes réalisateurs. Et justement, je trouvais ça très fascinant justement de voir comment est-ce qu'on pouvait, justement créer ce dynamisme et cette mobilisation auprès du spectateur et comment est-ce que c'est possible avec la science-fiction? Merci beaucoup. Alors, sur la première question, ce que j'ai essayé de faire avec le concept de prototopie, c'est justement d'élargir et d'avoir quelque chose de moins contraint, moins cadré et moins borné que l'utopie. Fréquemment, quand on parle d'utopie, on a plutôt l'impression d'un modèle clé en main ou de quelque chose qui serait directement applicable. Et la prototopie, pour moi, c'est quelque chose qui est davantage en construction, puisqu'on voit fonctionner effectivement dans les œuvres de fiction des mondes qui sont en construction. Ce que nous proposent les fictions littéraires ou visuelles, c'est pas des mondes achevés, c'est pas des mondes clés en main. C'est plutôt des choses qui sont en train de se construire et des acteurs qui essaient tels qu'on les voit fonctionner dans ces fictions, des acteurs qui essaient de se débrouiller en situation. Et donc, Utopie nous donne un pôle, une polarité de la fiction, mais les prototopies, à mon sens, permettent de travailler ce qui est entre les 2 pôles, entre utopie et dystopie, avec toute la variété des paramètres imaginables. Sur la deuxième question, je réponds vite parce que je vois le temps passer. Sur la deuxième question, je n'ai pas tellement travaillé sur l'aspect réception et circulation. Je renvoie plutôt au très bon travail d'Anne Besson sur les pouvoirs de l'enchantement, où là, pour le coup, donc Anne Besson est une professeure de littérature qui a travaillé, qui s'est plutôt intéressée aux modalités de réception des œuvres de science-fiction et de fantasy, et la manière dont les lecteurs, lectrices, spectateurs, spectatrices se réapproprient ces œuvres et en font des usages divers et variés. Donc Anne Besson, Les pouvoirs de l'enchantement, est une bonne référence là-dessus. Oui, juste une observation sur ce point et sur ce que vous disiez sur demain et sur la question de la mobilisation. Oui, ça nous renvoie quand même au double statut descriptif
et performatif de ces discours-là. Parce que j'ai pas du tout discuté avec les gens qui ont écrit Demain, mais dans, dans, dans le camp de ceux qui veulent dessiner une alternative à la catastrophe environnementale, il y en a quand même un certain nombre qui considèrent que on a un devoir de décider une alternative positive, simplement parce que tous les gens qui ont été conscientisés à la nature de la catastrophe, sinon, vont céder à la dépression ou à la solastalgie. Donc il y a aussi, dans la production d'un discours sur un monde possible, un souci d'aider les contemporains à traverser une période difficile. Et c'est là qu'on est vraiment dans la difficulté dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que d'un côté, il ne faut pas que la fiction soit un moyen d'évitement du problème, mais d'un autre côté, elle peut aussi être une ressource pour traverser un moment difficile. Et d'ailleurs, certains auteurs ou autrices peuvent s'en ressaisir à dessein pour effectivement ouvrir l'imaginaire, hein. Il y a des œuvres qui ont été écrites sans cette fonction-là. Je pense aux œuvres d'Ursula Le Guin, qui, pour le coup, a nourri toute une série d'inspirations. Mais dans la période récente, il y a des auteurs, effectivement, qui essayent de rouvrir. Donc en France, c'est typiquement Alain Damasio, voilà, sur les questions de surveillance, d'informatique, de technique, etc., qui, pour le coup, a conçu son œuvre dans une perspective qui est quand même plutôt militante, hein, il faut le dire. Voilà, il ne s'en cache pas. Hein, c'est un de ses objectifs. Mais ce n'est pas l'objectif de tous les auteurs. Voilà. Et il y a une branche parmi les auteurs français, notamment dans un collectif qui s'appelle le collectif Zanzibar, pour le coup, notamment autour des gens de la maison d'édition La Volte, qui effectivement écrivent aujourd'hui, parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un risque d'enfermement de la fiction dans le registre dystopique, et ils essayent justement de faire l'effort inverse, de rouvrir un peu l'imaginaire. Donc ils l'ont fait sur les questions de santé, ils l'ont fait sur les questions de travail, voilà, avec Alain Damasio, qui est la figure de proue, mais il y a d'autres auteurs, hein, je pense à Catherine Dufour, par exemple, qui essaie aussi d'ouvrir un petit peu les imaginaires dans ce sens. Du côté féministe, hein, également aussi. Voilà, les questions de genre devenant importantes, étant davantage sur le devant de la scène, on voit effectivement toute une série de fictions essayer d'intégrer ce registre féministe, écoféministe, en tout cas ouvert à d'autres types de valeurs qui sont présentes effectivement dans le moment présent. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que peut-être certains d'entre vous ont posé les questions dans la discussion et pas dans le Q&A? Laissez-moi juste voir. Dans cette question-là, on y a répondu, c'est fait. Oui, je vois une question sur la série Occupied et qui dit y a-t-il donc, la série Occupied sur l'occupation, l'invasion de la Norvège par la Russie, qui avait crispé la Russie. Et la question c'est est-il concevable d'imaginer des fictions diplomatiques qui finalement génèrent une autocensure similaire à celle qu'on a décrite entre le prospectiviste et le prince. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je dois dire que si c'est Leïla qui voulait poser cette question, si vous voulez nous en dire davantage sur ce que vous aviez en tête, je serai preneur. Oui, désolé, j'ai très mal écrit ma question, mais c'est juste que cette série, je me rappelle qu'elle avait crispé la Russie. Alors, je ne sais plus à quel point si ça avait vraiment été un enjeu diplomatique ou pas, mais avec la montée, on va dire, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il y a eu des cas de fiction, notamment mis à l'écran, parce que je pense que c'est ça qui est plus mainstream, qui peuvent susciter un peu des frictions diplomatiques et qui, du coup, d'autres frictions risquent de ne pas être mises peut-être au goût du jour par peur, par une forme d'autocensure pour éviter des frictions ou des retaliations, ou, comme on peut l'avoir des fois sur des questions plus religieuses ou politiques. Alors, je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête sur ces aspects-là. Par contre, je sais que pour les productions cinématographiques, aujourd'hui, des entreprises comme Disney
ont non seulement des armées de juristes, hein, mais des groupes qui réfléchissent sur les questions éthiques. Et avant que les produits soient mis en circulation, il y a certains aspects qui sont testés, hein, pour éviter que ça ne puisse choquer certaines catégories de population ou certaines clientèles. Et notamment parce que les marchés ne sont plus strictement des marchés occidentaux américains, donc c'est aussi des marchés d'exportation. Et je sais que les grandes boîtes du cinéma travaillent ces questions-là, elles sont très vigilantes, donc à élargir le casting, mais aussi à pas choquer des publics potentiels sur certains aspects. Mais je n'ai pas d'exemple qui vienne en tête là, directement. Le cas qui me vient, c'est sauf erreur de ma part, il y a un film en 2007 de Steve Buscemi qui s'appelle Interview ou The Interview, qui mettait en scène une version Oui, littéralement comique du leader nord-coréen. Et pour le coup, la diffusion du film a été retardée, puis écartée. Et après, il y a ce que disait Yannick simplement sur le fait que les grandes puissances utilisent aussi et savent utiliser depuis toujours, hein, la fiction comme instrument de propagande. Mais ça, c'est pas du tout récent. et le lien entre l'industrie militaire et le monde du cinéma américain est bien connu. Enfin, voilà, on sait que un certain nombre de productions cinématographiques bénéficient de financements plus ou moins liés à l'armée américaine, voilà, en science-fiction y compris. Mhm. Et d'ailleurs, juste pour que vous ayez un élément de contexte, puisque la suite de Top Gun va sortir, l'Air Force adore Top Gun parce que précisément leur recrutement a été, sauf erreur de ma part, multiplié par plus de 3 suite à la sortie du premier film. Donc l'US Air Force était très très en demande pour que Tom Cruise fasse la suite. Mais là, c'est juste sur le rapport avec entre l'industrie et la production, enfin entre l'industrie d'armement, le ministère de la Défense et la production culturelle. Il y a le travail de James Derderian qui est intéressant sur ce qu'il appelle le complexe militaro-industriel academic entertainment. Mais l'idée, c'est précisément de ne pas supposer qu'il y a un producteur de messages unique et un réceptacle passif. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut avoir les bons outils méthodologiques pour comprendre comment le message est produit, quelles sont ses ambiguïtés et comment il est reçu. En fait, il faut travailler la production et travailler la réception et essayer de voir comment on peut produire un espace, en tout cas d'agir politique dans le rapport entre les deux. Est-ce que j'ai manqué une question? Je ne crois pas. Donc, on arrive presque à 18h30. On est à la fin de ce temps d'échange. J'allais dire, je vais laisser la parole à Yannick pour peut-être quelques mots de conclusion avant de vous dire au revoir. Une invitation tout simplement à lire et à regarder de la science-fiction, puisque fréquemment, hein, c'est un genre qui pâtit d'un certain mépris ou d'une certaine condescendance. C'est un petit peu en train de changer. J'ai l'impression que le regard sur cette littérature, même si on n'est pas encore, voilà, même si certains auteurs préfèrent toujours publier en collection blanche plutôt que d'avoir le label SF, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui sont en cours et que voilà, le regard sur la fiction, enfin sur la science-fiction, est en train de changer et je vous invite à aller la voir. Elle est d'une grande richesse, cette production. Voilà, c'est pas seulement les classiques Huxley, Orwell qui peuvent être convoqués. Elle est très très riche. On a parlé de science-fiction voilà, d'autres pays. Les thématiques sont aussi très très riches. Voilà, c'est toutes les thématiques qui sont travaillées. Et en plus, très souvent avec des vraies ambitions littéraires. Hein. Moi, je suis un grand amateur de littérature pour le coup. Il y a des vraies ambitions littéraires dans cette littérature. Donc, il ne faut pas croire hein, que c'est la littérature où on ne réfléchit pas à ces questions-là. On parlait d'Alain Damasio il y a quelques minutes. Voilà, c'est quelqu'un qui a pour le coup une vraie ambition dans les modalités d'écriture, avec un style qui est très travaillé, une vraie réflexion sur les sonorités, les mots, etc. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres auteurs. Et je le dis aussi en pensant à la littérature d'origine anglophone ou américaine, dont beaucoup d'œuvres bénéficient actuellement de retraduction, parce que malheureusement, voilà, on parlait de Philippe Dick tout à l'heure, malheureusement, une bonne partie de ces productions antérieures ont été très mal traduites très rapidement,
Et il y a pas mal d'éditeurs qui se repenchent sur ces traductions pour les retraduire et montrer la richesse de ces auteurs classiques. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller en lire et en voir, et y compris des productions qui peuvent paraître, on parlait d'évasion tout à l'heure, voilà, j'espère que ce qu'on a dit là vous aidera peut-être à les regarder différemment et à chercher ce que Fredric Jameson appelle l'inconscient politique dans ses œuvres. Voilà, il y a toujours une part d'inconscient politique, elle est à faire réémerger, et il y a toujours une activité problématisante. Voilà, mine de rien, ce sont aussi des enjeux auxquels ces œuvres peuvent nous aider à réfléchir, peut-être pas les penser complètement et radicalement, de manière nouvelle, mais en tout cas, il y a fréquemment à aller y chercher en matière de réflexion. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer modestement dans mes travaux. Merci. Donc, de mon côté, oui, je voulais poursuivre l'invitation en vous invitant, quelle que soit la forme, à réfléchir à la dimension constitutive des imaginaires de l'avenir pour ce qu'on s'autorise à faire, à dire et à penser dans le présent, pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectif. Je voulais aussi vous inviter de manière plus précise à poursuivre la conversation. Enfin, en tout cas, vous pouvez trouver très aisément nos adresses e-mail respectives. Euh, à lire le livre de Yannick, Hors des décombres du monde, ou celui d'après sur le cyberpunk, mais je ne peux pas encore recommander celui d'après parce que je ne l'ai pas fini. De jeter un œil, si ça vous a intéressé, au papier de Culture et Conflit que j'ai commis, qui s'appelle Imaginer la possibilité de la guerre nucléaire pour y faire face. Et de manière générale, à prendre contact avec nous si vous voulez poursuivre la conversation. Merci à tous, et bonne soirée et bon Festival des idées. Bonne soirée également.